Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir Faustine Fleuret, qui est présidente à l'ADAN, l'association de référence qui est en train de lutter, faire avancer les choses en France pour le Web3, blockchain, tokenisation, plein de choses. Faustine, comment est-ce que ça va? Bonjour à tous les 2, bonjour à toutes et à tous. Bah, ça va très, très bien. Je suis ravie d'être invitée aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions d'être là, de prendre du temps, de venir, expliquer du coup à toute la communauté, à toutes les personnes qui nous écoutent, quel est ton rôle? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et que fait la DAN? Parce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas et notre objectif, c'est qu'ils connaissent et qu'ils comprennent à quel point est-ce qu'elle aide, justement, cet écosystème, en France et aussi à l'international, par réverbération, on va dire. J'aimerais qu'on commence un petit peu, par savoir comment est-ce que tu es arrivée aujourd'hui à être présidente de la DAN? Quel est un petit peu ton parcours? On a plein de choses à découvrir. Alors, à la base, j'ai une formation de banque finance traditionnelle. Donc effectivement, j'ai ni un background, informatique, ou particulièrement dans l'innovation, dans le numérique. Moi, j'ai fait mes études à la Sorbonne, je suis diplômée de banque finance et mon premier travail, c'était à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Pas du tout sur des sujets innovation, j'étais sur les matières premières principalement. Et à l'époque, c'est tout juste le moment où l'AMF, venait de monter son forum fintech, en collaboration avec l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc même au moment où j'y étais, c'était pas forcément, l'innovation au cœur, des grands sujets, ou c'est pas forcément là où j'ai, commencé à entendre parler, des cryptoactifs. Il y avait quelques personnes qui, par intérêt personnel, s'intéressaient à la blockchain, essayaient d'en parler, au sein des services de l'AMF, mais non, c'est pas encore là que j'ai découvert, les cryptoactifs et le Web3. C'est juste après où j'ai travaillé à l'association des marchés financiers, donc en fait une association professionnelle comme la DAN, mais qui représente, les entreprises de marché, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, et cetera. À ce moment-là, j'étais aussi sur des sujets, de finances traditionnelles en premier lieu. C'était, la grande période où se mettait en place, MiF 2. J'en parle parce que c'est important par rapport à ce qui s'est ensuite passé sur MiCA. Et c'est un peu plus à ce moment-là où l'AMF a commencé à s'intéresser aux cryptoactifs via les ICO, qui étaient à ce moment-là, en grande croissance, des opérations, de plus en plus importantes. Et effectivement, bon, quand il y a des opérations un peu nouvelles, il y a aussi, un peu de casse, et c'est comme ça que l'AMF a commencé à s'y intéresser. Et comme l'écosystème, des cryptoactifs et du Web3 était ni connu ni représenté, donc la DAN n'existait pas à ce moment-là, les sociétés françaises, à l'époque étaient encore, plus petites, et mal connues. C'est vrai que les autorités de régulation, en fait, se sont tournées vers les acteurs de la finance traditionnelle pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire des ICO? Est-ce qu'on les interdit? Est-ce que c'est des opérations financières, qui sont donc, sous le joug de la réglementation actuelle? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc c'est à cette occasion que moi, là, ma fille, alors je pense que j'étais, la jeune et la fille, donc on m'a refilé, le sujet en disant: «Bon, bah, il faut aider l'AMF dans ses réflexions». Et bon, bah, finalement, c'était une très bonne chose puisque c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. Donc en fait, je suis arrivée dans les cryptoactifs par la réglementation, ce qui est pas forcément, le cas de beaucoup de personnes ou de tout le monde. Et c'est qu'après que j'ai creusé le sujet du point de vue, on va dire, fonctionnel, les cas d'usage derrière, comment ça marche la technologie. Et c'est en m'intéressant à ça au sein de la MAFI, en comprenant que vraiment j'avais envie de poursuivre, qu'en fait j'ai changé de secteur et que je suis allée travailler chez Consensus pour, justement complètement, avoir un travail complètement dédié à ce sujet. Alors j'étais à la fois, consultante, j'ai travaillé avec le ministère de l'Économie et des Finances, avec la Commission européenne sur un projet de stablecoin, et je continuais à suivre les travaux, réglementaires, les débats qui se passaient, au sein des autorités, au parlement, à l'époque. Tout en me formant finalement avec, chez Consensus, en fait, des experts, hyper importants, alors sur Ethereum, mais en fait de l'ensemble, des technologies blockchain et des cryptoactifs.
Donc je suis tombée dedans, finalement, progressivement en partant de la réglementation et c'est en travaillant chez Consensus que j'ai rencontré Simon Pollereau, qui était à l'époque, aussi, chez Consensus, qui est parti peu de temps après et qui est revenu, quelque temps après en disant: «C'est vrai qu'à l'époque, on avait parlé de, bah, ce manque de représentation du secteur» et c'est pour ça qu'il y a des gens comme, Simon et moi chez Consensus ou, dans chaque, société française qui, bon, à l'époque, travaillaient, essayaient de porter leur voix au niveau des autorités, au niveau des parlementaires. Mais du coup, c'était pas une voix, commune et c'était pas la voix de l'industrie. Et donc c'est toujours plus difficile, j'introduis un peu le rôle de la DAN comme ça. C'est toujours un peu plus difficile de faire porter des messages quand ce sont finalement derrière des intérêts, privés particuliers et que donc, les interlocuteurs publics ont pas forcément, savent pas forcément si c'est bénéfique à l'ensemble de l'industrie, ou à justement qu'un business en particulier. Et donc c'est vrai qu'on s'était déjà dit à l'époque: «Bon, si les travaux parlementaires, si les travaux réglementaires continuent à s'intensifier, pardon, ce qui est le cas et pas qu'en France, c'est passé au niveau européen. Si ça continuait, il fallait absolument qu'il y ait un syndicat des acteurs, crypto». Et donc, on a, lancé ça en 2020, à la base autour de 11 entreprises, qui ont joué le jeu pour nous permettre de nous lancer. Donc les 11 entreprises les plus établies en France à l'époque. Donc ça, c'était début 2020. Simon Pollereau était le PDG. J'ai repris la présidence et la direction générale en mai 2021. Et donc, on est aujourd'hui en 2024. La DAN représente, environ 200 entreprises, des cryptos et du Web3. Donc on est passé de 11, à 200 en 4 ans, aussi parce que les sujets se sont démultipliés, que le sujet, s'est popularisé, que ce soit auprès, on le verra, du grand public. On a notre étude annuelle qui permet de la tester, que ce soit auprès des autorités. Les cas d'usage se sont démultipliés, donc ce qui explique aussi, l'intensification, de nos missions en tant que donc, je l'ai un peu introduit, syndicat, des entreprises, de la crypto. Sacré parcours. C'est c'est assez incroyable. On dirait que tu as 30 ans d'expérience. C'est incroyable. Joli parcours. Félicitations à toi, Christine. En plus, je ne sais pas si tu remarques, mais tu dois avoir une pression sur les épaules. Je ne sais pas comment tu arrives à le vivre, mais ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est Tu un ressens pas la... positionnement compliqué qui est le nôtre. Effectivement, on a eu beaucoup besoin de convaincre un peu tout le monde au début, parce qu'en fait, on est un peu à l'intersection, de beaucoup de cercles différents. Donc, bien sûr, les entreprises que l'on va représenter, les membres de l'association, qui vont porter une innovation, qui vont être, il faut le dire, beaucoup bâchés, hein, qui vont Ouais. être, entravés dans leur développement, qui donc forcément, on va dire beaucoup d'attentes et beaucoup aussi d'a priori négatifs sur ce que peuvent leur apporter, bah, nos interlocuteurs qui est un autre cercle, les interlocuteurs de la sphère publique, que ce soit le gouvernement, l'administration, les parlementaires, les autorités, les institutions européennes. Et donc nous, on va être, l'intermédiaire entre ces 2 mondes où effectivement, pour pouvoir parler à ces acteurs publics, il faut en adopter les codes qui sont très différents des codes, du Web3. Et il faut savoir, parfois serrer les dents, quand effectivement, ça va pas assez vite, que c'est pas forcément des sujets qui sont compris immédiatement, qu'il y a besoin de temps et qu'il y a besoin, aussi de projection. Et c'est là où, forcément, nous, au milieu, on peut enfin, surtout au début, je pense que maintenant on a mieux compris quel était justement ce positionnement et quels étaient, nos impératifs par rapport à ça. Il faut qu'on soit, constructif, dans le dialogue, permanent, très pédagogue et en même temps, effectivement, on va avoir, besoin, bah, voilà, de justement de tolérance, de patience, là où, ça peut être compliqué pour des entreprises, qui, bah, voilà, ont des difficultés pour se financer, pour recruter, qui voient les barrières réglementaires, arriver, qui ont très peur et donc qui parfois voudraient être un tout petit peu plus, on va dire vilipender un tout petit peu plus, un petit peu plus agressif, si c'était eux qui étaient en direct. Sauf que c'est en fait, finalement extrêmement, délétère, enfin je prends, l'exemple, par exemple, sur Mika, hein, quand il y a eu sur Twitter, des vagues, d'insultes à l'encontre de certains parlementaires européens parce qu'effectivement il y avait des craintes sur qu'est-ce qui était envisagé comme type de réglementation, au niveau européen. Ça typiquement c'est pas constructif et ça va totalement à l'encontre, de nos intérêts d'avoir de telles postures.
Donc, nous, on a ce positionnement un peu au milieu où il faut qu'on parle à tout le monde, bien sûr à nos membres, il faut qu'on parle aux autorités publiques, aux décideurs publics, il faut qu'on parle à la presse, qu'elle soit généraliste ou spécialisée. Et donc, pour ça, forcément, il y a des codes et il faut être assez malléable, assez flexible, ce qui fait que ça peut être parfois un peu compliqué. Mais je pense qu'on a dépassé ce stade où effectivement la DAN est maintenant compris comme cet intermédiaire qui doivent conjuguer les codes et les attentes du Web3, les impératifs des acteurs publics et réconcilier tout le monde pour que l'on avance vers le meilleur pour le secteur. Ouais. C'est justement là-dessus où j'aurais voulu qu'on fasse, un step back avant de parler de justement, tes objectifs en tant que présidente. C'était pour rappeler un petit peu aujourd'hui, OK, aujourd'hui la DAN en gros, quelles sont ses missions principales? Quelles sont ce que vous faites sur le terrain, au day by day, et après partir sur la vision pour, bah, justement les personnes qui sont en train de te découvrir et sont en train de découvrir, la DAN. On sait que vous avez un site internet qui est ultra complet, il y a plein, plein de choses, on le mettra évidemment en description, mais des fois de l'entendre aussi de la bouche que toi tu verbalises vraiment: «OK, aujourd'hui, nos missions c'est ça, nos valeurs c'est ça, nos objectifs c'est ça», ça peut être super intéressant. Bien sûr. Alors c'est un peu comme ça que je l'ai résumé déjà, mais la DAN, c'est un syndicat puisqu'en fait, on va représenter des acteurs. On va représenter des entreprises et nous, on est le syndicat du Web3, c'est-à-dire qu'on va représenter les entreprises, qui évoluent dans le Web3. Et c'est vrai que ces entreprises, maintenant, elles ont des typologies de plus en plus différentes. Le membership de la DAN, c'est beaucoup, a beaucoup évolué depuis 2020. Donc au début, le Web3, c'était principalement porté par des pure players, des acteurs natifs de l'innovation, des startups ou des entreprises petites et moyennes. Maintenant, le Web3, c'est aussi porté par des acteurs plus établis et des entreprises que l'on va tous connaître. Je pense à Société Générale qui a sa filiale Forge, je pense à Casino qui a Loog et qui développe des projets au sein du groupe, PMU, etc. Donc finalement, les acteurs du Web3 aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'entreprises différentes. Et en fait, c'est aussi ce qu'on porte. C'est que finalement, le Web3, l'innovation technologique qui est derrière, peut être saisie par n'importe quel type d'entreprise dans le contexte de son activité actuelle ou pour développer des nouveaux projets. Donc en tant que syndicat, on va représenter et fédérer cette masse, cet échantillon finalement très hétérogène d'entreprises et de projets. On va le représenter pourquoi? Puisque le cœur de la mission de l'association, c'est d'aider l'industrie à se développer, à croître et donc il faut qu'on lève les barrières à ce développement. Et ces barrières, elles vont être de différentes natures et donc c'est de là que découlent les actions de la DAN et c'est pour ça qu'elles sont aussi évolutives parce qu'en fonction, du contexte, réglementaire, de l'actualité, du développement de cas d'usage et cetera, c'est des besoins qui vont être, croissants et qui vont se démultiplier. Mais le premier besoin qu'il y a encore aujourd'hui et qui est au cœur de notre mission, c'est la pédagogie sur le secteur. Donc il y a beaucoup de très bons vulgarisateurs et pédagogues dans le Web3 pour expliquer ce qu'est la technologie, pour expliquer quels sont les cas d'usage. Nous, c'est vrai que notre mission par rapport à ces interlocuteurs publics, pourquoi ce sont nos interlocuteurs, hein? C'est parce que c'est eux qui vont permettre de faire les lois, amender les lois, proposer des politiques publiques adaptées au développement de l'économie, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Je ne suis pas revenue là-dessus, mais en fait, si on veut débloquer des choses, c'est auprès d'eux qu'il faut se référer. Et donc c'est des gens qui, si je parle du gouvernement, si je parle des parlementaires, bon, ils ont plein de sujets à traiter, pas que le nôtre. Et en plus, le nôtre, on est encore en train d'expliquer, c'est une industrie naissante, mais elle a un potentiel énorme, donc il faut être visionnaire, donc il faut absolument s'y intéresser dès maintenant. Mais voilà, c'est des gens qui sont sur beaucoup de dossiers en même temps, beaucoup de sujets en même temps. Le Web3 est un sujet relativement nouveau, il n'est encore pas connu de tous, et donc notre première mission, ça va être d'expliquer qu'est-ce que c'est, que ça existe, qu'il y a des entreprises derrière, qu'il y a une économie avec de la création d'emplois, de la création de valeur, un potentiel énorme et qu'il y a des enjeux macro de type souveraineté et compétitivité de la France et de l'Europe qu'il faut absolument avoir en tête.
Donc on a cette première mission-là et c'est finalement normal qu'on commence par là parce que ces gens, ces parlementaires, les personnes, de l'administration, au gouvernement, ils sont sur tellement de dossiers qu'ils peuvent pas être experts. Ils peuvent pas être experts, du web 3. On peut pas attendre ça, en tout cas, c'est complètement, irréaliste de penser que, on va, former des experts du web 3. Par contre, ce qu'il faut qu'on forme, c'est des gens conscients des enjeux du développement du web 3 et qui, une fois qu'ils sont conscients, ils ont un interlocuteur, notamment la DAN, qui va leur permettre, quand ils identifient, voilà, qu'il y a un sujet au cœur d'un débat réglementaire ou que nous, on leur amène, une proposition, par exemple, voilà, dans le cadre de Pacte 2, on va leur expliquer que ça, ce serait bien, de l'intégrer dans la loi pour le secteur. Voilà, une fois qu'ils ont les enjeux en tête, ils savent, se tourner vers, les personnes qui vont pouvoir les aider dans le cadre de leurs travaux au quotidien sans qu'eux-mêmes soient experts. Encore une fois, on ne peut pas attendre d'eux, qu'ils sachent, maîtriser tous les sujets sur lesquels ils sont. Par contre, ce qu'il faut qu'on attende d'eux, c'est qu'ils sachent, se tourner vers l'industrie et ne pas travailler en chambre. C'est pour ça qu'à la limite, que dans le cadre, je sais pas, des premières moutures de la réglementation MiCA, tout soit pas parfait parce que voilà, ils savaient pas que la DeFi ça existe, donc elle est interdite parce qu'ils ont rédigé de telle sorte que c'est interdit. Bon, c'est agaçant, mais on va leur expliquer et ils vont comprendre qu'effectivement c'est pas souhaitable et ils vont changer. Donc, à la limite, on peut pas, enfin, c'est pour ça que je parlais de patience et de tolérance. On peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait du début. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils, travaillent seuls, sur des sujets qui concernent l'industrie sans la consulter. Et c'est pour ça que nous, on va être beaucoup plus, on va dire en colère, contre, par exemple des parlementaires qui vont pas vouloir nous parler, mais qui travaillent sur des sujets qui concernent les entreprises du web 3. Donc voilà, la pédagogie, ça va être notre première grosse mission, parce qu'en général, quand on veut s'intégrer dans des débats réglementaires, la première étape, c'est que les personnes en face, comprennent de quoi on parle, avant de parler de comment réglementer. Et en général, ça en découle parce que si je reprends l'exemple de la DeFi, on a expliqué ce qu'était la DeFi, aux institutions européennes quand on leur a dit: «Bon, bah, là, dans MiCA, vous avez rédigé de telle sorte qu'en fait, si, il y a des services financiers qui sont rendus sans personne morale derrière, c'est interdit. Donc en fait, si vous faites ça, il y a tout un pan d'une nouvelle innovation qui s'appelle la finance décentralisée, que vous interdisez et en fait, bon, bah, si vous l'interdisez, la seule conséquence que ça va avoir, c'est que ça va se développer ailleurs, pas en Europe et que, bon, en fait, on va perdre l'opportunité économique et en matière de souveraineté de développer, ceci en Europe». Donc, on a expliqué ce qu'était la finance décentralisée, on a expliqué quel était le potentiel, quels étaient les avantages de laisser cet écosystème se développer en Europe et donc sur cette base-là, ils ont compris et on a pu ajuster le texte de telle sorte que dans le MiCA, la finance décentralisée n'est pas interdite. Ça fait partie des victoires de la DAN, sur la réglementation MiCA et donc c'est pour ça que je disais la pédagogie est très, très liée à notre deuxième grosse mission qui est de la participation au débat réglementaire et au débat législatif. Il y en a eu beaucoup et très tôt en France, puisque la réglementation des marchés de cryptoactifs, elle a été promulguée en 2019 en France, la réglementation européenne, on va dire le pendant qui est MiCA, va entrer en application en fin d'année, donc 5 ans, un peu plus de 5 ans, après. Donc dans tout ce laps de temps, on a travaillé avec les autorités dans le cadre de leurs réflexions. Parce qu'en fait, un texte réglementaire, on a l'impression, voilà, MiCA arrive, un peu, comme un cheveu sur la soupe ou de façon ponctuelle, mais pas du tout. C'est un travail de très, très longue haleine où les autorités vont consulter l'industrie à plusieurs reprises, vont réfléchir entre elles. Nous, il faut qu'on soit présent à chacune de ces étapes. C'est pour ça que c'est très long et c'est pour ça, que la DAN, se veut porter la voix des acteurs à chacune de ces étapes, parce que c'est tellement chronophage. Déjà que les acteurs publics peuvent pas aller voir toutes les entreprises indépendamment, c'est pas possible, elles ont pas le temps et que les entreprises et surtout, les startups du web 3, elles ont pas le temps ni les ressources, pour suivre, en direct, les débats. Donc en fait, c'est nous qui allons le faire en portant la voix de nos membres et nous, ce qu'on va avoir, besoin, c'est de connaître de la part de nos membres, quand il y a un projet de texte, bon, bah, ça vous semble aller? Est-ce qu'il y a des dispositions qui vous semblent,
contraire par rapport à votre business model qui serait pas possible de mettre en place ou qui va entraver, vos projets et cetera. Nous, il faut qu'on compile tout ça. On fait une position consensuelle qui se veut être la position du secteur et on va la porter à chaque étape du développement de la réglementation. Et nous, par rapport à toutes ces étapes et toute l'évolution de la réglementation, on va aussi expliquer, bon, bah, voilà, là, finalement, ça va évoluer de telle sorte. Donc on dit à nos membres, qu'est-ce qui se passe, à chaque, enfin, au fil de l'eau, pour les tenir informés et pour qu'eux-mêmes puissent anticiper dans le cadre du développement de leur projet ou de leur activité, bah, quelles seront les conséquences derrière pour eux en termes de conformité, en termes de process, ce qui leur permet de pas se retrouver, 6 mois avant MiCA avec un texte qu'ils découvrent et toutes les implications business derrière. Et ça, c'est extrêmement important pour les membres d'avoir cette information, on va dire, privilégiée par rapport à des acteurs qui ne seraient pas membres de la DAN, ne seraient pas au courant de ce qui se passe et vont être peut-être un peu plus surpris par le contenu de nouvelles règles qui vont s'appliquer à eux. Donc voilà, la réglementation et la participation, que ce soit auprès des autorités, ou auprès de nos membres à ces débats réglementaires pour tenir informés, pour, orienter les débats de la façon la plus favorable au secteur, ça va être aussi une énorme mission. Et après, je vais aller vite parce que je veux pas faire de tunnel, comme je suis déjà en train de le faire. Mais voilà, outre la réglementation, il y a beaucoup d'autres, dispositions de politique publique, pour lesquelles, nous, on veut être présents pour les orienter. Donc pas forcément des lois, mais des dispositions par rapport en matière de par exemple, en matière de financement, en matière de formation, des aides que l'État peut apporter ou que l'Europe peut apporter, pour répondre à d'autres enjeux, je pense par exemple, l'accès des acteurs aux comptes bancaires, l'accès au financement, l'aide, au développement de formations adaptées pour que, on puisse avoir, des recrutements plus nombreux, plus massifs, et plus qualifiés, dans ces nouveaux secteurs. Voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets, non législatifs, on va dire, aussi sur lesquels il faut qu'on agisse pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Encore une fois, la mission pour nous, c'est de lever tous les obstacles que les membres vont nous rapporter au développement du secteur, trouver les solutions auprès de nos interlocuteurs, de la sphère publique et privée d'ailleurs. C'est vrai que j'ai parlé des comptes bancaires très rapidement, mais par exemple, aller voir, les établissements bancaires en disant: «Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on solde, cet état, de longue date d'inertie dans les relations entre, les banques et les acteurs du Web3». Donc c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de nos interlocuteurs de la sphère publique, mais les entreprises, privées qui voient pas forcément d'un bon œil le développement du Web3, c'est bien sûr aussi des gens, vers qui il faut qu'on se tourne. Ouais, c'est génial. C'est vraiment vous êtes, la voix, bah, des entreprises et de tout cet écosystème, qui permet d'aller, on va dire, d'un côté, aller lutter pour que les choses, elles se passent, mais aussi, moi, je le vois aussi de cette façon-là, en termes, un peu plus entrepreneurial. C'est aussi, bah, vous économisez du temps et de l'énergie de chaque entreprise, parce qu'eux, ils peuvent, se focaliser sur le développement de leurs entreprises et cetera et ils peuvent dire: «OK, bon, bah, OK, allez-y, parlez avec eux, vous nous faites un feedback et cetera». Ouais, c'est de la relation publique aussi, c'est enfin vraiment, il y a un gros travail j'imagine, un peu du lobbyisme un peu, mais sans aucun, enfin pour moi ça a pas une connotation négative en tout cas. C'est tout simplement aller défendre les intérêts, voilà, d'un secteur et en tout cas, vous le faites d'une façon, je trouve, bah, brillante. Vous le faites d'une façon, intelligente et c'est ça qui est, c'est là où c'est très subtil parce que dans un écosystème qui est en train de grandir, où justement on a l'impression et je trouve que moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, que la réglementation veut aussi avancer, qu'on a plein d'acteurs qui veulent mettre des choses en place, l'AMF et cetera. Ils veulent avancer, ils veulent être là pour encadrer, les entreprises qui se lancent, pour protéger les personnes qui vont investir dans ce secteur et je trouve que c'est en fait, moi, je suis plutôt de cet avis-là que de dire: «Bon OK, allons-y, freestyle et après quand il y aura des pots cassés, on réparera» et grâce à justement, bah, à la DAN et au travail que vous faites et ben, on peut avoir cette traduction. En fait, c'est de la traduction d'un côté et de l'autre. Comme tu dis, bah, ils ont écrit un texte de loi. En fait, on leur dit: «Ben, ouais, ce texte de loi-là, en fait, s'il est appliqué, ça va brider peut-être 30 de l'écosystème». Ils vont aller où? Bah, ils vont aller dans d'autres pays ou en dehors de l'Europe, là où ils peuvent le faire. Donc en tout cas, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment un rôle
qui est clé, qui est très important. Là, tu parlais de plus de 200 entreprises, mais c'est 200 entreprises qui produisent de la valeur, qui font en sorte que l'économie, elle avance, qui font en sorte que, la France, elle soit pas «à la ramasse» entre guillemets, si je peux parler comme ça, de ce point de vue-là et qu'on puisse aussi, porter hautement les couleurs du pays en disant: «On est là dans des innovations, on est là, on fait parler de la France, pour de bonnes choses, on développe des choses parce qu'on a des talents qui sont juste, incroyables. On a un écosystème Web3 qui a de l'énergie, qui a l'envie de faire des choses. Donc le but, c'est grâce à des rôles comme la DAN, de pouvoir, faire en sorte que le chemin entre guillemets, il se fasse, de la meilleure façon, quoi. Donc Mais c'est hyper important ce que tu as dit, parce que c'est aussi quelque chose qu'il a fallu faire comprendre, mais je pense que maintenant le secteur en est totalement conscient. En fait, c'est complètement utopique de penser que, le Web3 va échapper à la réglementation. Il y aura de la réglementation. Il y aura des règles, il y aura des exigences. Il y en a déjà en France sur certains types de cas d'usage et la tendance, c'est plutôt que, le régulateur réfléchisse à, comment réglementer les autres segments du Web3 qui ne le sont pas aujourd'hui. Et en fait, c'est un mauvais point de départ qui a pu être pensé par certains, mais c'est plus le cas aujourd'hui, de penser qu'on peut échapper à la réglementation. Il peut ne pas y en avoir. Et notamment des cas d'usage peut-être plus récents où des personnes se disaient: «Bon, bah, je fais de la DeFi, mais les gens connaissent pas la DeFi, donc je vais rester caché. Je fais des NFT, les régulateurs connaissent pas les NFT, je vais rester caché». En fait, c'est complètement illusoire de penser que, le Web3 ne, sera pas régulé dans son entièreté. Heu et si on prend ça comme point de départ, effectivement, nous, on va pas il y a pas de dialogue possible et surtout si on prend ça comme point de départ, ça veut dire que ces réflexions vont se mener sans nous et c'est là où c'est le plus dangereux. Parce qu'on a plein d'exemples de dossiers sur lesquels c'est hyper mal parti et que si on n'avait pas été là, ça aurait hyper mal fini. Je pense aux influenceurs. Le projet de loi, enfin la loi, encadrant les dérives et les arnaques, sur les réseaux sociaux des influenceurs, le point de départ, c'était quand même qu'il n'y ait pas possibilité pour les influenceurs de parler de crypto tout court. C'était quand même ça le point de départ et le point auquel on est arrivé en discutant, alors justement en discutant avec le cabinet de Bruno Le Maire, avec l'autorité des marchés financiers, en mettant en face, des membres de la DAN qui seraient, complètement désœuvrés s'ils ne pouvaient pas bénéficier de ces canaux de communication, de publicité de leur activité, via les influenceurs. Le point auquel on est arrivé sur les influenceurs, c'est que les influenceurs peuvent parler, des cryptos, peuvent parler, des PSAN, s'ils respectent la réglementation et qu'il y a des bonnes pratiques en tant que créateur de contenu et d'influenceur à respecter comme n'importe quel influenceur et créateur de contenu. Et en fait, si on n'avait pas été là, c'est tout simplement une interdiction qui de parler des cryptos sur les réseaux sociaux qu'on aurait eu. Donc souvent le point de départ, il est pas bon, mais il y a un point de départ et c'est pour ça que je voulais rebondir vraiment sur ce que tu as dit qui est super important. C'est qu'on a des détracteurs de toute façon, dans le Web3, je pense qu'on on les connaît, on est habitués. Heureusement, ils n'ont pas une voix qui est prépondérante ou qu'on ne peut pas réorienter. La preuve sur Influenceur, la preuve sur DeFi où Mika, on peut faire de la DeFi, Mika n'interdit pas la DeFi, Mika n'interdit pas les NFT. On n'a pas eu, un Mika avancé en France, ce qui avait été, poussé au moment de la faillite de FTX. On avait dit: «Ah bah, il faut rendre l'agrément obligatoire, il faut que Mika arrive en France 1 an et demi avant». Voilà. Tout ça, on l'a pas eu parce qu'on a pu dialoguer, parce qu'on sait, il y a des initiatives réglementaires qui seront pas, qui vont pas venir de la DAN évidemment, mais par contre la DAN doit être présente dans ces débats pour les réorienter. Et donc c'est pour ça, sur tous les sujets qui sont beaucoup plus prospectifs, NFT, DeFi, où on attend encore de la réglementation, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va y en avoir et ce qu'il faut se dire, c'est que pour qu'elle soit la plus adaptée et la plus proportionnée possible, il faut que les acteurs directement concernés par cette réglementation à venir soient présents dans les discussions, soient présents dans les réflexions des autorités pour les aider. Parce que les autorités, leur but, à la base, c'est pas, nécessairement d'entraver le secteur et quand ils font des propositions, par exemple sur les influenceurs,
c'est pas forcément avec, un mauvais dessein derrière. Par contre, si effectivement tu as personne qui vient les voir pour dire: «Bah, là, en fait, si, tu laisses la loi influenceur comme ça, les PSAN qui déjà n'ont pas accès aux canaux de communication des GAFAM parce qu'il y a de la discrimination, parce que tu peux pas parler de tes activités sur actifs numériques, sauf si tu es, américain et cetera». C'est difficile, de faire de la communication auprès de canaux privés. Aujourd'hui, il y a, des influenceurs et des créateurs de contenu, super réglo, super bons, qui permettent de se faire connaître auprès d'une population qui connaît pas bien les cryptos et qui, grâce à ces gens, grâce à ces, influenceurs, bah, en fait, se forment parce qu'ils sont pas formés par l'éducation, nationale supérieure, ils sont pas formés par la formation continue au sein d'entreprises traditionnelles. Voilà, on a besoin de laisser perdurer. Si tu leur dis pas ça, déjà, ils peuvent pas le deviner, mais surtout, ça veut dire que, bah, ils considèrent que personne n'est là ou que ça convient et donc, bah, forcément, ça n'évolue pas. Donc c'est pour ça, il faut qu'on soit super vigilant en permanence sur les dossiers qui s'ouvrent et il y en a de plus en plus. Et aussi, il faut qu'on soit proactif sur un certain nombre de lois où on n'attendrait pas forcément les cryptoactifs, où on n'attendrait pas forcément le Web3, mais qui sont des opportunités pour nous de montrer justement les avantages. Un exemple, c'est, le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, qui est un gros projet de loi très il y a beaucoup de dispositions dedans, mais par exemple, il y a là-dedans la volonté de mieux lutter contre l'accès aux sites pornographiques des populations mineures qui n'ont pas le droit d'y aller, mais qui aujourd'hui, en fait, sont totalement exposées à ces contenus, très nocifs, pour elles et aujourd'hui, il y a pas de solution, vraiment efficace pour, empêcher, bah, des mineurs de tomber sur du contenu, que ce soit de façon proactive ou qui soit, en réaction, enfin qui tombe sur du contenu de façon, inappropriée et il y a pas forcément de moyens aujourd'hui pour forcer, ceux qui mettent à disposition ce contenu, bah, de ne pas le mettre à disposition de ces populations et c'est à ce moment-là qu'on a expliqué mais enfin, vous connaissez l'identité numérique, décentralisée, vous connaissez les outils, grâce aux technologies blockchain qui permettent, tout en respectant la vie privée, bah, de personnes qui peuvent accéder à ces sites, permettent par contre de pouvoir entraver à celles qui n'ont pas lieu, d'y aller, les mineurs, notamment. On peut les empêcher, on peut les identifier et ça peut être à disposition de ces entreprises et ça on l'a de façon proactive, mis en avant et on a mis en avant des projets français qui développent des solutions, qui, aujourd'hui, ont pleinement l'écoute, du secrétaire d'État, au numérique par rapport aux enjeux incroyables auxquels ils vont pouvoir répondre. Donc voilà, il faut qu'on prenne enfin c'était long pour faire court. La réglementation, elle va exister, on doit être en réaction, donc vigilant tout le temps, mais il faut aussi qu'on soit proactif, pour que ces opportunités que l'on vante derrière l'innovation Web3, eh bah, elles se déclinent concrètement là où on l'attend pas forcément ou que, bah, des acteurs de la sphère publique, bah, sont pas forcément au courant que l'on peut l'exploiter. Super intéressant, on voit qu'effectivement le panel de la DAN est il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à développer. Donc, félicitations à vous. On sait que c'est un grand travail tous les jours. Félicitations à toi, félicitations aux équipes qui travaillent tous les jours avec la DAN pour développer ça. Aujourd'hui, bah, c'est vos 4 ans. Un bon anniversaire à la DAN pour ça. Et dans quelques mois, donc au mois de mai, c'était 3 ans au sein de la DAN. Donc, tu représentes quand même une grosse partie de la présidence de la DAN. Quelle est ta vision actuelle de la DAN et de la DAN dans les prochains mois? Effectivement, tu parles de sujets qui sont en train Mmh. d'arriver. Est-ce que déjà sur la table, il y a des sujets qui sont clés qu'il faut déjà traiter maintenant? Tu parlais de Mika, on sait qu'il y a le DLT, il y a plein de choses qui arrivent aussi. Oui. Quels sont les sujets actuellement qui sont ultra chauds sur la table et ceux qui vont arriver aussi dans les prochains mois? Alors effectivement, ça va faire, 3 ans que je suis présidente de l'ADAN en mai, mais en fait, j'y suis depuis sa création, donc c'est aussi mes 4 ans, à l'ADAN, en même temps qu'on Eh ben, fête bon les anniversaire. l'association. Merci. Donc ça fait un petit, enfin, c'est vraiment un peu un bébé, que je vois grandir et beaucoup grandir et effectivement les aspirations qu'on a, elles grandissent à mesure que, on a des membres qui nous font, de plus en plus confiance, et qui ont de plus en plus d'attentes vis-à-vis de nous. Je pense que c'est des attentes qui sont aussi entretenues par, les victoires qu'on a pu, obtenir
Et donc bon, c'est quand tu parlais de pression, tout à l'heure, je pense que c'est aussi, ça s'entretient aussi, parce qu'il y a une équipe qui fait un énorme travail, mais ce travail, quand il est récompensé, appelle encore plus de travail. Donc il y a beaucoup enfin ma vision par rapport à la DAN, au bout de 4 ans et on va dire sur les années, à venir, alors d'une part, on a démarré comme une association, on va dire, française. Parce qu'on a commencé, enfin, faut commencer, s'implanter quelque part, bien sûr. On est à Paris, maintenant on est aussi à Bruxelles. On a commencé, c'était des entreprises françaises, mais en fait, aujourd'hui, on fédère des entreprises de toute l'Europe, natives de toute l'Union européenne. Et donc notre, 1re ambition vraiment, mais qui est pas nouvelle, mais qui a été, revalidée à la rentrée avec, les membres pour notre réunion stratégique de rentrée, que le conseil d'administration, soutient et appuie et valide, c'est qu'on s'européanise et qu'on devienne véritablement l'association européenne. Ce qui est en soi déjà un peu le cas puisqu'on va avoir le plus gros membership, par rapport à d'autres associations qui peuvent exister. Il y a pas des associations représentantes du Web3 dans tous les États membres, d'une part et ensuite, il y a des associations qui vont avoir des memberships, parfois plus ou moins volontairement réduits, par exemple que les gros acteurs ou que les acteurs, du paiement en crypto et cetera. Nous, ce qu'on veut, c'est être fédérateur du Web3 en Europe, donc on veut être l'association européenne qui représente les professionnels du Web3. Donc c'est pour ça que je parlais de notre implantation à Bruxelles. Ça fait depuis octobre, que, j'ai une responsable des affaires européennes établie à Bruxelles directement, donc au plus proche des institutions européennes. Donc ça va être, aussi continuellement, quelque chose, qu'il faut que l'on renforce, que je renforce, que ce soit au niveau des équipes, du bureau de Bruxelles et aussi, du membership, que de plus en plus d'acteurs, européens puissent nous rejoindre. L'autre vision que j'ai, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que le Web3, on parle d'ailleurs du Web3 alors qu'il y a quelques années on parlait, des cryptoactifs, de la crypto. En fait le Web3, c'est de plus en plus de cas d'usage différents et c'est une innovation technologique, les technologies blockchain et les cryptoactifs qui se déploient finalement dans de plus en plus, de segments économiques différents. Donc pour nous, l'enjeu aussi, ça va être d'être, suffisamment représentatif dans la diversité, de ces acteurs et de ces activités. Heu, il y a plusieurs façons de le voir quand je dis, diversité dans la représentation, à la fois dans la typologie des acteurs, puisqu'aujourd'hui le Web3 ça va des startups à des grands groupes cotés qui vont s'en saisir. Et nous, le but, c'est que ces grands groupes ou ces 2 grandes licornes qu'on va avoir en France, ce soient finalement les premières par rapport à ce terreau de petits acteurs que nous, on veut porter pour devenir des champions. Donc on fait un peu le grand écart finalement dans, les entreprises que l'on doit représenter, que l'on doit porter et qui doivent se développer en France. Donc dans la typologie d'acteurs, d'une part, il faut qu'on représente, l'ensemble de ces acteurs et qu'on porte des messages qui sont, cohérents pour l'ensemble des acteurs et donc aussi, par rapport, au cas d'usage, on a beaucoup plus conscience et notamment même au niveau de la sphère publique, des cas d'usage financiers qui existent, grâce au marché de cryptoactifs. C'est les plus connus, on va dire, c'est les plus développés avec les plateformes, et notamment les intermédiaires de marchés centralisés de cryptoactifs. Ce qui est moins connu, c'est tous les nouveaux cas d'usage, on va dire non financiers, que le Web3 permet de développer. Et donc il faut à la fois qu'on, fasse prendre conscience parce que c'est bénéfique pour tout le monde finalement, de montrer que le Web3 c'est, heu, un nouvel internet de façon globale, quel que soit, le segment économique, que c'est une innovation technologique qui se déploie partout, donc qu'elle est globale, et qu'elle emporte finalement n'importe quel type d'acteur qui veut s'en saisir. Et que donc derrière, ça va représenter demain en termes de création d'emplois, de création de valeur, de refonte de nos paradigmes financiers et économiques, c'est un sujet majeur et qui doit intéresser tout le monde. Qui doit intéresser tout le monde, au niveau des acteurs publics et au niveau des acteurs privés. Beaucoup d'acteurs privés qui n'ont pas encore forcément conscience qu'eux aussi, ils peuvent être touchés par cette vague d'innovation et qu'en fait, ils ont le choix. Soit ils l'apprennent et ils s'en saisissent et ils comprennent les opportunités de
l'exploiter pour eux, soit ils vont la subir avec une concurrence, alors que l'on espère une concurrence, européenne de champions natifs, de petites startups qui ont réussi, à se déployer. Le plus problématique, ce serait que ce soit de la concurrence, d'acteurs, étrangers, parce qu'on n'aurait pas suffisamment développé notre propre tissu de champions en France, et en Europe. Donc voilà, il faut qu'on soit représentatif aussi par rapport à tous ces cas d'usage et finalement, si on veut parler un petit peu plus, voilà, de cas d'usage non financiers, ça se voudra être, extrêmement bénéfique aussi à l'écosystème, on va dire, financier, des cryptoactifs. Surtout que on est encore en train de faire face à des préjugés, des idées préconçues, une image négative parfois sur le web 3 parce que c'est considéré que comme de la spéculation. Ça existe encore, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui connaissent, les cryptos, en premier lieu par cette idée-là. Donc il faut qu'on la déconstruise et c'est aussi parce qu'on va mettre en avant d'autres types d'usages, hein. Je parlais de l'identité numérique tout à l'heure, on peut parler un peu mieux des NFT, voilà. Enfin, c'est en faisant prendre conscience et en dédiabolisant un petit peu, le web 3 qui se veut être une innovation, universellement utilisable, qu'on va pouvoir porter des messages beaucoup plus impactants, pour tout le monde. Donc voilà, on va dire c'est nos 2 axes enfin 2 visions, les 2 axes de la vision que je porte, c'est qu'on s'européanise de plus en plus et qu'on se diversifie de plus en plus pour être une association qui pèse de plus en plus parce que, on va être capable, de faire le lien finalement dans le web 3 entre le développement de beaucoup de sous-segments différents mais qui convergent vers, l'atteinte d'objectifs, macro, communs sur, enfin, j'ai déjà parlé de la souveraineté numérique, de la compétitivité de l'Europe, puisque le web 3, ça se développe aussi dans d'autres régions du monde et ça, c'est parce que l'ensemble du web 3, sera porté au niveau français et européen que l'on y arrivera. Ok, bah, c'est super intéressant, vraiment. On voit qu'il y a une stratégie de long terme et il y a l'envie de grandir et de se développer pour la DAN. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est pas facile tous les jours quand on est une société comme ça, elle a seulement 4 ans de se dire on se développe, on fait des choses, on fait grandir l'écosystème et en plus on se veut représenter actuellement l'excellence à la française, mais dans le futur l'excellence européenne. Et ça, c'est juste incroyable. Bravo, bravo Faucine pour cette vision. Actuellement, est-ce que, justement, on parle de vision un peu européenne, est-ce qu'il y a une vision européenne sur, un travail de la DAN là-dessus actuellement, ce qui est CBDC? Je sais que c'est un des objectifs. Est-ce que vous travaillez déjà sur ce sujet? Alors en fait, l'ADAN a, depuis le début, a toujours travaillé sur les sujets européens. Donc c'est pour ça que je disais, on a commencé en s'implantant en France parce qu'il faut bien s'implanter quelque part et on connaissait l'écosystème local. Mais bon, déjà, on s'est jamais appelé association française. Notre site, c'est pas adan.fr, c'est adan.eu. Voilà, on a toujours eu cette vision de toute façon, ces champions français, on veut que ce soit des champions européens. Et de toute façon, l'innovation, elle est transfrontière. Donc en fait, on a toujours travaillé sur, les sujets européens du départ et en 2020 quand on s'est créé, moi, le premier sujet que j'ai traité quand j'étais directrice, relations institutionnelles, c'était MiCA. Parce que c'était vraiment, le tout début où la Commission européenne, commençait et ça s'appelait pas MiCA, commençait à réfléchir à, qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux marchés? Est-ce que les cryptoactifs, c'est des instruments financiers? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle réglementation et cetera? Donc voilà, on a toujours été, présents sur la scène européenne. On l'est d'autant plus maintenant qu'on est implanté à Bruxelles et que j'ai une équipe plus importante pour suivre, l'ensemble des travaux. L'avantage qu'on a en étant quand même implanté et représentatif de l'écosystème français, majoritairement, c'est que la France impulse, ce qui se passe à l'Europe. MiCA, c'est très, très inspiré de la réglementation, des PSAN que l'on a fait en France. Donc c'est inspiré parce qu'elle existait, mais c'est inspiré aussi parce que la France, dans les acteurs impliqués, donc au niveau du Conseil de l'Union européenne, notamment, la France est très, très écoutée et a une voix très experte, qui porte énormément. Donc le fait que ce soit une posture ancrée avec MiCA, aujourd'hui, ça se déploie dans l'ensemble des autres sujets, qui sont traités au niveau européen et la stratégie de la France, depuis PSAN, c'est que sur tous les autres débats, préempter au niveau français pour inspirer au niveau européen.
Ce qui est un peu, piégeux parce qu'en fait, ça veut dire mettre en place des règles un peu en avance de phase par rapport au reste de l'Europe. Si ces règles, elles sont trop lourdes ou si tu fais pas attention à contrer la concurrence étrangère déloyale, tu défavorises ton propre tissu d'entreprise locale. Mais en même temps, c'est pour ça que ça peut être une bonne chose, tu les habitues ou tu les prépares à des standards qui sont européens et donc elles sont d'autant plus prêtes que les autres acteurs européens. Donc en fait, si tu le fais bien, ça peut être super, mais si tu le fais trop durement, ça peut être complètement contre-productif. Donc la France a choisi d'avoir cette stratégie-là puisque bon, sur Mika, elle a fait le régime PSAN et on le voit, hein, influenceurs, c'est pas du tout un sujet européen, mais l'Europe va se saisir de l'encadrement des influenceurs. La France, aujourd'hui, réfléchit à un encadrement du gaming Web3, ce qui va être un sujet porté beaucoup plus tard par l'Europe. Mais donc en travaillant au niveau français et ce qui nous permet d'avoir un double levier, hein. Le mieux on fait au niveau français, le plus simple ce sera de l'avoir au niveau européen derrière, puisque la France, et c'est plutôt un cercle vertueux, va être de plus en plus et va être de plus en plus écoutée sur ces sujets, puisqu'elle a été, la plus en avance et elle est aussi aujourd'hui considérée comme, alors au niveau de ses autorités, les plus, expertes et au niveau de son écosystème, le plus dynamique en Europe. L'écosystème français des entreprises Web3 est considéré comme le plus important et le plus dynamique au sein de l'Union européenne. Donc, on a ce double levier qui est une chance pour nous en tant qu'association de base, française, mais en fait une association européenne, déjà, un peu dans les faits et surtout en devenir. Donc alors tu parlais des CBDC, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de sujets européens sur lesquels on travaille actuellement. Parce que Mika, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tout à fait fini. Donc il y a encore beaucoup de textes qui sont attendus. Il y a beaucoup de travaux, et beaucoup de consultations qui sont lancées aujourd'hui par les autorités européennes auxquelles on participe. Si je reprends du coup le sujet sur lequel tu m'interroges, à savoir les CBDC, ça fait aussi plusieurs années qu'on discute avec les autorités et notamment, la Banque centrale européenne et la Commission européenne sur, ce projet d'euro numérique. D'une part parce qu'au début, il n'avait pas forcément une forme très précise, mais que par contre on a tout de suite, constaté, identifié et rapporté la menace pour nous qui est la plus importante, à savoir que l'euro numérique soit considéré comme un substitut des stablecoins euros. Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, et ce sur quoi on est extrêmement vigilant, il y a déjà très, très peu de stablecoins euros par rapport aux stablecoins dollars. Or, il est d'intérêt, pour l'Europe, en fait, que nous développions des stablecoins euros émis par des acteurs européens. Parce que ce qu'on voit, c'est que si nous, on le fait pas, ou si on n'encourage pas les acteurs européens à le faire, et ben, il y a des acteurs américains qui émettent des stablecoins euros. Donc on n'est pas sûr que ce soit quand même, mieux si je suis un gouvernant, français ou européen comme développement. Pourquoi est-ce qu'on a eu enfin, pourquoi cette crainte, elle existe? Parce que finalement, les projets de CBDC, c'est d'abord des réactions, au Libra/Diem/plus rien de Facebook, puisqu'aujourd'hui, c'est un projet qui est enterré. En pensant, en fait, c'est peut-être parce qu'il y a pas une CBDC qu'on peut permettre, enfin, qu'il y a des stablecoins, des initiatives privées de nouveaux types de monnaies et paiements sur les réseaux blockchain qui se développent. Sauf que ce qu'on explique, c'est que ni dans le calendrier, ni dans les finalités, stablecoin et CBDC, sont identiques. Au contraire, ce sont des choses qui sont complémentaires. On peut très bien comprendre que, par exemple, pour, des institutions bancaires et financières, et encore, elles y sont pas hyper favorables, une monnaie de banque centrale fasse plus, enfin, permette d'être un point d'entrée pour le développement, de services financiers sur la blockchain. Par contre, les stablecoins, on en a besoin maintenant. On a beaucoup d'acteurs qui, utilisent des stablecoins dollars dans le cadre de leur activité ou pour évoluer dans la DeFi parce qu'ils ne trouvent pas de stablecoin euros, mais qui seraient ravis d'utiliser des stablecoins euros et ça faciliterait beaucoup la vie, de l'écosystème européen. Et bon, a priori, dans les prochaines années, on va pas voir une MNBC circuler dans l'écosystème DeFi. En tout cas, on s'y attend pas trop. Donc nous, à la limite, le gros message qu'on va avoir et qu'on porte auprès de la BCE, qu'on porte auprès de la Commission européenne, notamment parce qu'ils sont en train de penser à comment on encadre cet euro numérique et quel euro numérique, hein, parce qu'on parle de l'euro numérique wholesale, retail, enfin en plus, il y en a plusieurs qui sont aujourd'hui portés. Mais c'est
ne pas le faire au détriment des stablecoins euros. Ça a été les débats les plus difficiles au moment de MiCA. L'encadrement des stablecoins est extrêmement rigide, extrêmement strict parce qu'il y a une énorme défiance, sur le développement de tels actifs. Et c'est là où ça va être le plus menaçant aujourd'hui, je pense pour le web 3 et sur lequel il faut qu'on reste, extrêmement vocaux pour que, on en développe, réellement et des puissants, et des liquides, et Hem, il y a un enjeu beaucoup plus court terme par rapport à cette MNBC parce que tu parlais du régime pilote et c'est pour ça que je voudrais en parler rapidement. Alors le régime pilote peut-être parce que c'est pas forcément une réglementation aussi connue que MiCA, même si ça a été réfléchi par la Commission européenne, absolument au même moment. Le régime pilote, ça se veut être un laboratoire d'expérimentation pour des entreprises qui veulent développer, des marchés primaires et secondaires d'instruments financiers tokenisés ou security tokens. C'est-à-dire quand la Commission européenne a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait des cryptoactifs, elle a pensé à MiCA pour les cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers et par contre, et c'est ça, il faut le noter, c'était beaucoup impulsé par l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF, en France. Heu, les instruments financiers tokenisés sont des instruments financiers au titre, de la réglementation, donc ça c'est pas couvert par MiCA, c'est pas des nouveaux instruments financiers. Par contre, la réglementation financière qui s'y applique, elle a pas été pensée au moment où le Web3, où les cryptoactifs se sont développés et donc il y a des dispositions qui sont contraires au développement de ces marchés primaires et secondaires de security token, au développement de la tokenisation finalement. Donc le régime pilote, c'est un laboratoire, d'expérimentation qui permet de bénéficier d'exemptions à cette réglementation financière, pour des projets qui veulent développer, sur la finance traditionnelle, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en application depuis, quasiment 1 an, c'était mars 2023. Et pourquoi je fais le lien avec, la monnaie numérique de banque centrale? C'est que parmi les exemptions dont il est possible de bénéficier dans le cadre de ce régime pilote, il y a la possibilité de régler des transactions en security token en autre chose que de la monnaie, de banque centrale comme, le prévoit la réglementation financière, c'est-à-dire autrement qu'en cash finalement. Parce que c'est le seul actif de règlement que la réglementation financière, autorise pour régler des transactions financières. Et donc le laboratoire, qu'est le régime pilote se veut permettre l'utilisation, de stablecoins ou de MNBC, pour régler les transactions en security token. Problème, stablecoin, on n'en a encore pas, puisque c'est des stablecoins qui doivent être autorisés par MiCA et MiCA n'est pas en application, donc en fait, on n'en a pas et on n'a pas de on n'a pas de monnaie numérique de la BCE non plus. Donc en fait, le régime pilote qui est en place depuis quasiment 1 an, cette exemption qui est parmi les plus importantes dont les acteurs voudraient bénéficier, en fait, elle est matériellement, en pratique, impossible. Elle n'est pas praticable puisqu'il nous manque les stablecoins, il nous manque les MNBC. Donc ce qui nous permet de rappeler que, souvent il y a la théorie et c'est vrai que ça marcherait super bien, mais il y a la pratique et en fait, une monnaie numérique de la Banque centrale européenne, on l'aura jamais déployée avant des années et surtout sur ces problématiques, de transactions, wholesale utilisées par des institutions, financières et pas des transactions, entre particuliers. Donc voilà, nous, la MNBC, c'est un sujet que l'on suit de très près parce que c'est déjà bloquant, par rapport au régime pilote dont je vous parlais et surtout, il faut absolument que ça n'entrave pas le développement des stablecoins euros qui sont un pilier fondamental pour le développement de l'écosystème Web3 en général et un pilier fondamental de notre souveraineté numérique et monétaire européenne demain. Ça, c'est fou, tu vois, il y a quelque chose que tu as dit, moi, qui m'a fait réagir, c'est que, ouais, on parle là de plusieurs années avant avoir un stable, en tout cas une monnaie numérique, émise par les banques centrales. Alors que j'ai l'impression, en tout cas mon ressenti, c'est que ça va arriver plus vite, mais du coup, d'après après ce que tu dis, bah, du coup, ça me fait douter évidemment. Tu penses que les points les plus bloquants et qui sont parce qu'au final, niveau technologie, ils peuvent avoir tout à leur disposition quand même, enfin, c'est assez facile de le faire. C'est est-ce que la seule barrage, ça serait juste l'aspect réglementaire, et application? Parce que, enfin, si c'est pas la techno, qu'est-ce qui peut bloquer? Parce qu'on peut se dire: «Bon, OK, le retail n'est pas prêt». OK, bon, ça va s'adopter petit à petit. C'est quoi du coup le point le plus bloquant, selon toi? Ou est-ce que tu sais quel est le point le plus bloquant, en fait?
Bah, en fait, d'une part, il faut repréciser qu'une monnaie numérique de banque centrale, le support technologique n'est pas forcément la blockchain. Donc le choix technologique que peuvent faire des banques centrales quand elles développent des monnaies numériques, c'est pas forcément, les technologies blockchain. Auquel cas et ça serait très, très problématique, si demain, la BCE veut développer, un euro numérique, pour les institutions financières, si c'est pas un format cryptoactif, bah, en fait, ça sert à rien au Web3 et ça sert à rien dans le cadre du régime pilote. Et ce choix technologique, il est pas fait. Que ce soit sur, Ah ouais, l'euro, wholesale ou que ce soit sur, l'euro, retail, sous c'est format pas tranché numérique. encore. Ouais, Non, c'est pas pas du tout. tranché. Mmh. C'est numérique, mais c'est numérique. Oui, Voilà. c'est oui, Et il y a peu beaucoup de questionnements sur quel sera le choix de la technologie et c'est certainement le dernier choix qui sera fait dans le design, de l'euro numérique. Que ce soit au niveau, retail, ou au niveau wholesale. Donc déjà, il faudra qu'on voit si c'est un cryptoactif ou si c'est pas un ouais, ouais. cryptoactif. Ensuite, il y a, aussi le cadre dans lequel cet euro numérique, encore une fois, retail ou wholesale, je fais des réflexions, enfin, je grossis, pour que ce soit plus simple dans la discussion, mais dans quel cadre et qu'est-ce qu'on peut faire avec cet euro numérique? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, par exemple, avant qu'il y ait un euro numérique, de la BCE qui circule, dans la DeFi, bon, on peut attendre un petit peu, on n'est pas sûr. Et c'est pour ça que penser qu'un euro numérique peut se substituer à des stablecoins euros, notamment des écosystèmes décentralisés comme celui-ci, c'est pas le bon postulat de départ de la part des autorités. Donc il y a aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire finalement de cet euro numérique à la main d'une banque centrale? Donc puisqu'elle l'émet, il y a aussi la possibilité que le cadre derrière associé limite les usages qui soient faits. On connaît très peu de choses sur l'euro numérique de la banque centrale, format retail, mais on sait 2 choses. Ça passera par le système bancaire, donc il y a pas de question de désintermédiation, bancaire pour que le citoyen ait accès directement à l'euro numérique directement à la banque centrale, dans les comptes de la banque centrale. Ça c'est pas question. Et il y aura des limites, de détention, qui sont aujourd'hui de 3 000 € de détention, d'euros numériques, sur les comptes, des citoyens. Pour éviter, c'est un peu la crainte de l'écosystème bancaire, qu'il y ait une fuite des liquidités, des comptes bancaires vers l'euro numérique, retail. Donc on sait très peu de choses, mais il y a quand même, des petits indices, comme quoi, on pourra pas faire, enfin ce sera pas non plus la grande liberté, d'utilisation de l'euro numérique. Donc, c'est même avant en fait le contexte réglementaire qui pour moi est plus problématique pour les émetteurs de stablecoin parce que l'émission de stablecoin est réglementée par MiCA, et comme je le disais, les règles de MiCA sont extrêmement strictes. Donc pour moi, à la limite, les enjeux réglementaires sur les stablecoins, c'est comment les acteurs vont réussir à se conformer à des règles aussi dures que celles que MiCA met en place pour l'émission de stablecoin. Mais pour l'euro numérique, pour moi, il y a effectivement plutôt en fait, à quoi il va ressembler. Parce qu'aujourd'hui, on sait très peu de choses. On sait très peu de choses sur l'euro numérique de la BCE retail et on sait très peu de choses sur l'euro numérique wholesale, sur lequel travaille notamment la Banque de France, mais qui pourrait être utile pour le régime pilote. Sauf que le régime pilote, ça fait 1 an qu'il est en place. Il a une durée de vie soit de 3 soit de 6 ans. Donc en fait, malheureusement, on va perdre beaucoup de l'avantage du régime pilote par rapport à cette exemption dont je parlais, utiliser des actifs natifs des blockchains pour régler des transactions. On va perdre beaucoup de l'avantage du régime pilote parce que dans les temps, on n'a pas de solution à disposition. Ouais, c'est Ok. incroyable. Incroyable, ouais, j'avais pas C'est du tout eu cette, ouais, cette vision. Je te laisse avancer, Jean, mais juste, ouais, en tout cas, moi, ouais, tu apportes des informations, très précieuses, que j'avais pas eu, vent, notamment la limitation et c'est vrai que c'est marrant parce que moi, je commence avec le constat de dire: «Bon, bah, la techno, on sait» entre guillemets, alors que ouais, non, pas du tout. La techno, c'est peut-être qu'ils vont créer, leur blockchain, à eux ou leur techno, qui sera pas du tout la blockchain et puis oui, qui sert à rien du coup au web 3 quoi. OK. Waouh, intéressant, Il y très a, il y a- intéressant. il y a vraiment un enjeu, effectivement, c'est fou parce que on dirait presque qu'il y a de la désinformation parfois. C'est-à-dire que les infos qui transmettent, alors pas de la DAN, hein, bien sûr, mais en fait de l'écosystème qui parle, qui spécule. Après, c'est un monde un peu de spéculation aussi, qui
parle, qui spécule, qui dit bon, dans tous les cas, dans quelques mois, il y a les monnaies de banque centrale, tout sera sur la blockchain, on pourra tout faire, en fait, que pas du tout. Donc, merci Faustine d'éclairer la gouverne de pas mal de gens parce que je pense qu'on n'a pas tous le bon niveau d'information et ça, c'est vraiment super important. Et au niveau des implications dans le secteur des crypto-monnaies, parce qu'on sait que voilà, il y a de plus en plus de choses qui se font dans le secteur de crypto, de plus en plus de blockchain qui se développent. Comment on est au niveau de la DAN sur la sécurité liée aux crypto-monnaies? Alors, je sais qu'il y a l'AMF avec qui travaille énormément, qui, elle, est là pour sécuriser surtout les utilisateurs, les investisseurs. Vous, la DAN, vous avez quoi comme rôle dans le secteur des crypto-monnaies? Quand C'est tu pareil, dis ça, tu accompagner les sociétés. ah oui, de mise enfin pour le respect de la réglementation, tu veux dire? Par L'accompagnement mmh. effectivement des sociétés là-dedans et expliquer qu'il y a des sociétés qui vont peut-être créer des choses dans l'écosystème crypto-monnaie qui sont peut-être pas encore régulées. Comment tu accompagnes cette partie-là? Alors d'abord, quand on a des membres qui nous rejoignent, la première question que l'on va poser, c'est: «Est-ce que votre activité», alors à ce stade, on demande: «Est-ce que c'est une activité sur actifs numériques?» Puisque c'est les seules activités, crypto qui sont réglementées, en France à ce stade. On leur demande pour savoir si soit ils sont en cours, d'être autorisés auprès de l'AMF, soit s'ils le sont déjà. Parce que s'ils sont en cours, pour nous, c'est important de le savoir. Une, activité qui, a besoin d'être enregistrée, en France auprès de l'AMF, ça veut dire que l'acteur en question, il n'a pas le droit, par exemple, de communiquer ou de rendre déjà ses services. Donc pour nous, déjà, c'est important de le savoir parce que ça peut être important de le dire aux membres en question, qui peut-être ne le sait pas. Parce que je pense qu'il y a encore, peut-être beaucoup moins, mais des personnes qui savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire d'être réglementé en France et quelles sont les conséquences. Donc pour nous de le dire et surtout de savoir que c'est un acteur qui lui doit être accompagné sur, son autorisation auprès des autorités. Donc, bon déjà nous, ce qu'on fait en premier, c'est être conscience de, quel est l'état de mise en conformité et besoin de mise en conformité, de nos membres. Ensuite, effectivement, j'ai beaucoup parlé de notre action au niveau de la réglementation, aspect, influence, orientation des débats. J'ai un peu moins parlé de l'aspect accompagnement de nos membres, mais qui est effectivement très important. Par exemple, en 2021, on avait publié un guide préparatoire pour les acteurs qui devaient se mettre en conformité avec la réglementation PSAN en France. Donc on a beaucoup travaillé à l'époque avec, notamment l'autorité des de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui a la charge de superviser les PSAN sur la partie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc on a beaucoup travaillé avec eux pour préparer un guide à l'attention, de nos membres PSAN, afin qu'ils comprennent opérationnellement, parce qu'il y a la théorie et la pratique, encore une fois, opérationnellement, comment on se met en conformité. Donc ça, c'est un guide qu'on actualise actuellement, puisque, les standards ont évolué et qu'on complète aussi puisque, ça vous a pas échappé, l'an dernier, il y a eu renforcement de la réglementation des PSAN, donc un enregistrement renforcé, qui, inclut des dispositions nouvelles. Donc, ça, c'est des guides pratiques, que l'on met à disposition de nos membres. Ensuite, on travaille avec nos membres dans le cadre de réunions de travail, au sein de comités, au sein de groupes de travail, grâce auxquels on va identifier les problèmes et grâce auxquels on va, mettre en place les actions nécessaires, pour les aider. Donc ça peut être, de l'information en direct sur le comité parce qu'on nous a demandé: «Bon, bah, pour tel besoin, j'ai pas compris, donc on va faire des sessions de formation en interne». On va mettre en relation aussi avec, les bonnes personnes au sein des autorités, parce qu'il y a aussi ça, soit AMF, soit SPR, soit d'autres types d'autorités, soit aussi avec des prestataires qui vont donner des outils qui permettent, la bonne mise en conformité, de ces PSAN. Parce que les PSAN, ils ont besoin, voilà, d'outils d'analyse transactionnelle, ils ont besoin de prestataires d'audit et cetera. C'est un écosystème qu'ils connaissent pas forcément, donc nous aussi, on va se faire l'intermédiaire pour que de la même façon, opérationnellement, ils trouvent les solutions, ils trouvent, les produits, les acteurs dont ils ont besoin. Et tout ça est évolutif bien sûr avec, la réglementation. Donc là, la réglementation française, elle est en place, MiCA va être en place. Là, notre enjeu principal sur MiCA qui entre en application à la fin d'année pour les PSAN, c'est d'une part la transition pour des acteurs enregistrés en France qui, vont passer, enfin qui vont devoir se mettre en conformité avec,
avec le niveau européen. Comment on fait pour faciliter la vie de ces acteurs qui ont déjà fait des choses au niveau français? Éviter qu'ils refassent, des process qui sont coûteux, qui prennent du temps, que ce soit pour eux ou pour les autorités, hein. Trouver les passerelles, mettre en place les passerelles nécessaires pour leur faciliter la vie. Et puis il y a les acteurs qui sont pas encore, encadrés, qui eux vont passer qui ont besoin tout de suite de se mettre en conformité avec le niveau européen. Actuellement, on est encore en train de travailler avec les autorités européennes parce qu'il manque des textes techniques qui permettront, aux PSAN de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, dans MiCA de respecter telle règle. C'est pour ça que tout à l'heure je disais MiCA est pas fini. MiCA a été adopté, on a le règlement qu'on appelle le texte de niveau 1. Sauf qu'en fait, un texte de niveau 1, ça va te dire ce qu'il faut faire. Par exemple, ça va te dire, eh bien, il faut, reporter, enfin, il faut mettre en place une politique tarifaire pour son client ou il faut mettre en place une politique de conservation, claire, et en informer le client. Ça peut être un exemple. Ça, niveau 1. Mais en fait, ce que ça te dit pas, parce que ça va pas dans le détail, c'est pas le rôle du niveau 1, ça te dit pas, bah, c'est quoi les informations dans une politique de conservation? Quel est le format? Quels sont les délais pour la mettre, pour la mettre à disposition? Où est-ce qu'il faut le mettre, hein, sur le site, dans le contrat, machin, machin. Donc en fait, tous ces détails techniques opérationnels, c'est le rôle des textes de niveau 2, de les préciser. Et en fait, c'est des textes qui aujourd'hui ne sont pas encore sortis parce que les autorités européennes de supervision doivent les préparer, donc notamment, l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers. Et en fait, c'est véritablement ces textes qui sont nécessaires aux PSAN pour savoir comment tu te mets en conformité. Donc il y a eu plusieurs vagues de consultation de l'ESMA sur ces textes techniques qu'on appelle aussi des RTS, peu importe. Mais en fait, on n'a toujours pas à ce stade, les textes finalisés. Et donc ça, c'est une vraie barrière parce que sans ces indications-là, c'est très difficile pour les PSAN de se préparer. Et c'est pour ça que nous, on presse aussi pour que ces textes soient disponibles le plus tôt possible. Parce que par contre, l'échéance à laquelle MiCA va entrer en application et va s'appliquer, celle-là, elle va pas bouger. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est le mur. Et il faut que le plus de temps en avance, on puisse donner aux acteurs les indications nécessaires pour se mettre en conformité de façon opérationnelle. Et l'enjeu est d'autant plus important pour les émetteurs de stablecoin parce que MiCA entre en application pour les PSAN fin d'année, je disais, donc décembre. Pour les émetteurs de stablecoin, c'est juin. Donc c'est demain. C'est dans 3 à 4 mois. C'est littéralement impossible sans les indications techniques pour les acteurs d'être prêts en juin. Un émetteur de stablecoin qui sera prêt en juin, ce sera extraordinaire et ça voudra dire qu'ils ont carburé vraiment énormément, et vraiment ça va être vraiment très difficile pour être prêt dans les temps. Et ça s'est vu, hein, pour le coup des réglementations où il y avait une entrée en application prévue. Je pense à MiF2 dont je vous parlais tout à l'heure et je vous avais dit, j'ai pas refait le lien, mais pourquoi, j'ai parlé de MiF2? C'est parce que MiCA est très, très inspiré de MiF2 et que la France, s'est inspirée de MiF2 quand il a fallu réfléchir à son régime. Mais à l'époque où je travaillais à la MAFI, et où, MiF2 se mettait en place, la l'échéance, enfin l'entrée en application a été reportée d'1 an parce que justement ces textes techniques pour MiF2 dont on avait besoin, il y avait une quarantaine de textes, hein, et pour MiCA c'est à peu près pareil, hein. On a énormément de textes en attente. Ils étaient pas prêts à temps pour que des établissements qui sont là pour le coup, des banques, des institutions financières, donc pas des gens avec des petites ressources, des petits moyens et des petits effectifs. Même pour ces gens-là, c'était impossible d'être en conformité dans les temps, sans les textes. Donc pour moi, l'enjeu en 2024, pour les acteurs qui vont devoir se mettre en conformité avec MiCA et c'est là où nous, il va falloir qu'on soit extrêmement présents à ce moment-là. On est extrêmement présents pour que les réflexions se passent bien au niveau des autorités européennes, les aider dans la rédaction des textes. On est encore dedans, hein. Il y a encore un texte là qui est en consultation jusqu'au 29 avril, donc on est présent auprès des autorités pour les aider, mais il va falloir qu'on soit, aussi extrêmement présent pour nos membres, pour, une fois les textes prêts, une fois les dépioter, les aider à comprendre comment faire, et potentiellement il va falloir, je sais pas, discuter avec d'autres types de prestataires parce que pour telle règle et ben, on a besoin de tel outil. Enfin, c'est comme sur l'enregistrement renforcé, hein. Quand, on disait, il faut pas mettre en place, de façon obligatoire, les dispositions en matière d'assurance parce qu'elles existent pas. Mais en fait, c'est aussi exactement le problème.
Si, on demande aux acteurs quelque chose en décembre qui n'existe pas aujourd'hui, une assurance en responsabilité civile professionnelle adaptée à des activités de PSAN, bah, en fait, on a beau dire que la réglementation elle s'applique en décembre, matériellement parlant, pratiquement parlant, il y a des choses qui ne pourront pas être, mises en place et ce sera pas la faute des acteurs. Donc il y a tout cet accompagnement et ces alertes permanentes qu'il faut qu'on continue de faire auprès des autorités et par exemple sur l'assurance, heureusement, le fait que l'on explique, donc l'an dernier, que ça n'existe pas, ça a permis de pas être mis dans l'enregistrement renforcé. Parce qu'il y a encore besoin de discuter avec les compagnies d'assurance, il y a encore, du travail de ce côté-là. Il faut encore pousser, les acteurs de l'assurance à proposer de tels produits. Donc voilà, il va falloir jusqu'à mi-quart rester vigilant sur l'ensemble de ces choses qui pour répondre à ta question, c'est de l'accompagnement permanent de nos membres, dans le cadre de nos groupes de travail, de nos comités et de nos relations au quotidien. L'avantage, c'est que tu ne dois pas t'ennuyer parce que c'est des challenges au quotidien. Euh, Ah ouais, je pense que et en plus tous les jours tu dois en voir de tous les styles, hein, parce qu'on sait que dans l'écosystème Web3, bah il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de têtes. C'est souvent des gens qui viennent de la partie tech. Il y a des ingénieurs, donc ils ont beaucoup de têtes, mais ils ont peut-être pas forcément la partie réglementaire. Puis après il y a les personnes qui sont beaucoup plus influentes, qui sont là, qui parlent beaucoup, enfin, qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas forcément autant de choses derrière. Donc tu dois vraiment devoir gérer ça en permanence et accompagner tout le monde. Enfin, tu dois trier aussi, ça doit être assez intéressant. En tout cas, bah, encore bravo pour tout ce que fait la DAN et bravo pour tout ce que la DAN fait sous ta présidence, Faustine. On arrive gentiment à la fin du podcast. On a pour coutume de demander aux personnes qui passent une petite anecdote, une petite phrase de plus, un petit sujet que tu n'as peut-être pas traité, quelque chose de court. On sait que ton temps est précieux. Est-ce qu'il y a un petit sujet sur lequel tu voudrais une petite phrase de Faustine ou quelque chose. À part Peut-être, réguler c'est important. non, mais je dirais enfin, je pense que l'écosystème et moi-même, enfin, c'est un mantra qui me porte beaucoup et je pense qu'il s'applique très bien à l'écosystème, quand on dit et je vais paraphraser Nelson Mandela parce que j'aurais pas sa phrase, parfaite, mais que l'important c'est pas, de tomber, c'est pas les coups qu'on prend, c'est de se relever et de continuer à avancer. Je pense que ça s'applique très bien à l'écosystème qui se veut être extrêmement résilient, par rapport à l'ensemble des obstacles auxquels, il fait face, au quotidien et depuis des années et en premier lieu des acteurs qui maintenant vont avoir, quelques années de route, derrière eux. On commence à avoir des entreprises, on va dire, anciennes à l'échelle du développement de l'innovation. Donc alors déjà enfin ça me permet de leur dire que je suis très admirative de cette résilience qu'ils ont et que je suis consciente que tous les jours c'est pas évident parce que, bah, par définition, à la base, on connaît l'ensemble des problèmes et des barrières auxquelles ils font face. Et donc pourquoi je parlais de ce mantra? C'est d'une part, parce que enfin, l'important, c'est à la fin où est-ce qu'on arrivera et c'est vraiment la mission de Dadan. C'est que malgré les coûts que l'écosystème, prend et que nous, on prend, indirectement, on va tous dans la même direction. À savoir, on est tous convaincus de la même façon de l'avenir, du potentiel et de l'importance, de porter nos convictions pour le Web3 et que donc pour cela, même dans les temps difficiles, ce que je voudrais appeler, c'est qu'il faut qu'on reste soudés, solidaires, et qu'on porte communément ces combats, notamment au sein de l'ADAN et c'est pour ça que c'est très important, que l'écosystème soit fédéré, et porte sa voix. Ça peut être tentant quand, les temps sont difficiles, de penser à son business, de penser un peu perso. Mais je suis convaincue, vraiment à 2000 convaincue, qu'on n'y arrivera pas si on la joue perso et qu'il faut absolument et ça se matérialise notamment au travers de l'ADAN, mais pas uniquement. Il faut absolument que le secteur se porte, soit soudé et oui, porte communément ces messages et se tire, Vers le haut. ensemble vers le haut. Bah, écoute, on peut pas faire mieux pour un mot de la fin en tout cas,
C'est un très beau message et je pense que tu as raison parce que c'est un secteur qui est challengeant. C'est un secteur aussi qui subit des cycles, violents en plus de déjà dire: «On est une vraie révolution» entre guillemets, il y a vraiment de la valeur, il y a vraiment des choses qu'on veut apporter de monde, mais en plus il y a des cycles qu'on connaît qui font que, bah, on en parle plus ou moins et cetera. Donc il y a vraiment un tourbillon et des tempêtes qui peuvent arriver, pour toutes les entreprises qui veulent construire de belles choses, mais c'est super de savoir, bah, qu'il y a des acteurs comme vous, comme la DAN et cetera, sur lesquels ils peuvent se reposer, sur lesquels ils peuvent aller trouver, bah, de la force, de l'énergie, pour, rester accrochés et continuer de construire ce qu'ils veulent construire donc bah, c'est génial. Génial en tout cas bravo pour tout ce que tu fais, Faustine et bravo à la DAN vraiment pour le job. On a eu l'occasion même nous avec Jean, de voir encore plus à quel point, votre rôle il est juste essentiel dans l'écosystème donc bah, c'est génial, Bah, vraiment. merci et merci de permettre d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer parce que enfin, c'est ce que tu as un peu dit en préambule, hein, tout le monde ne nous connaît pas, mais surtout l'activité qui est la nôtre, l'activité d'une association professionnelle ou d'un syndicat, ça peut être nébuleux pour, certaines personnes donc c'était vraiment très précieux pour moi que vous me permettiez de prendre le temps de réexpliquer et de donner un peu, même si c'était pas exhaustif, la vision de ce qu'on fait. Donc merci pour cette tribune et bah, j'espère que ça permettra, à celles et ceux qui nous auront écoutés, déjà de mieux nous comprendre et de peut-être vouloir, nous soutenir, encore plus à partir de maintenant. Bah, écoute, génial, super. En tout cas, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce bel épisode, avec Faustine et on vous dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers. Génial. Bye bye.